Bonjour, chers frères et sœurs de l'Afrique et du Congo. C'est toujours votre Mpangi, qui est Saginkela Wamazulu. Aujourd'hui, nous transmettons sur les plateaux du mouvement Mana, qui est en collaboration avec le mouvement Congolese Sport Group ou Congo Support. Notre, pour parler d'aujourd'hui, s'intitule la conscience collective Congo en lutte entre la vie et la mort. Je répète, la conscience collective Congo en lutte entre la vie et la mort. La conscience collective Congo est en train d'agoniser. Et son agonie, malheureusement, n'a pas commencé aujourd'hui. Son agonie est une douleur qui ne trouve pas d'écho dans les yeux, dans les oreilles, je dirais, des Congolais, parce qu'ils ont abandonné de l'être. Les Congos qui meurent, c'est le cœur d'un grand être, d'une conscience, qui elle aussi s'arrête d'exister. Cette conscience, ce grand être, c'est l'Afrique. L'Afrique qui aussi est en phase d'agonie, qui lui aussi est entre la vie et la mort, dans une lutte sanglante et sans compromis, et aussi abandonnée. Par qui? Par les Africains. L'émission d'aujourd'hui est dédiée aux fils et filles de l'Afrique de demain, pour qu'ils y comprennent, pour qu'ils comprennent pourquoi nous sommes-nous arrivés à ce point-ci, quelles sont les erreurs qui ont été commises, quelles sont les fautes qui ont été accumulées, qui aujourd'hui portent à la mort de la conscience noire africaine. Je vais commencer par définir ce qu'est être africain, comment l'on est africain, et c'est quoi être congolais, comment l'on est. Aujourd'hui, malheureusement, l'identité est donnée par une certaine carte d'identité, un passeport, ou tout simplement un lieu d'origine, un lieu de naissance. Ce n'est pas le cas. Malheureusement pour nous, nous sommes allés à l'école du destructeur. Et toutes les informations qui nous ont été données, qui ont contribué d'une certaine manière à faire de nous des monstres que nous sommes devenus aujourd'hui, à trouver juste application. L'essence d'une nation, dans ce cas, les Congo en particulier, l'Afrique en général, est la conscience d'être tel. Elle est se connaître, et se reconnaître à travers les divers aspects de la vie communautaire et villageoise, pour ne pas dire sociale. Parce que social rentre en société. La société est une organisation de type gouvernemental, fait exclusivement au profit des uns contre les masses. Cependant, dans un village, comme on dit village, le village est une communauté. Et regarde-moi dans le langage, dans la perception noire, autant individuel que collectif, les villages représentent la pauvreté et la ville représente la richesse. Peut-être oui, mais c'est une fausse manière de comprendre les choses. Les villages représentent la communauté. Dans le village, la communauté est importante. L'individu est mis au centre. La personne est importante. Dans la ville, ce sont l'intérêt ou l'intérêt est dirigé vers d'autres aspects de l'expression de l'identité personnelle, telle que les biens et les avoirs. Dans une ville, une personne est mesurée par rapport à combien de biens a-t-il? Est-il beau ou pas? Belle ou pas?
La personne, en tant que telle, ne vaut à aucune valeur. Absolument pas. Dans le domaine villageois, dans un village, la personne est mise au centre de l'intérêt. La différence entre ville et village se situe exactement à ce niveau-là. Le village est une communauté. La ville, cependant, n'est pas une agrégation de communautés. La ville est un centre psychique où l'homme est destiné à mourir. Il y vit juste le temps de mourir. L'essence d'une nation est en première lieu la possibilité de se connaître. Je dis, l'essence de la nation est une conscience qui fait que la personne se connaît, sait se connaître, est capable de se connaître, mais aussi de se reconnaître à travers les divers aspects de la vie communautaire. Ces différents aspects de la vie communautaire sont les liens interpersonnels. Ces différents aspects de la vie communautaire sont le fait qu'une personne est mise dans la position où il devient important à sa communauté en éveillant en lui tous les facteurs dont il a besoin pour remplir ce rôle. L'homme est le seul animal qui va à l'école. L'homme ne va pas à l'école pour être appris, mais pour être désappris et maintenu dans la distraction. Parce que comme tout animal, l'homme naît avec des fonctions, des habilités bien définies. Personne n'apprend au serpent à mordre. Tout comme la pensée selon laquelle que ce sont les adultes qui prennent à l'enfant à marcher est complètement fausse. L'enfant marche en respectant un certain programme qui est inséré à lui. Arrivé à cet état-là, l'enfant commence à marcher. Il ne limite point les autres. Il arrive à cet état-là. L'école où nous sommes allés nous a désactivés de l'environnement villageois. En fait, qui a étudié ne sait plus s'adapter au village. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie que celui qui a été instruit ne sait plus s'adapter à la communauté. Il ne peut vivre dans un environnement seulement où l'individu compte, pas comme individu, mais compte en relation avec les biens qu'il possède. C'est pourquoi il doit continuer ses études, non tant pour grandir en tant qu'individu, mais plutôt pour être capable d'accumuler ces richesses qui lui permettent d'avoir une identité. Sinon, il n'a pas. Un peuple n'est pas un nom. Le peuple, c'est un état d'être. Le peuple est toujours pris dans ici une référence villageoise. Dans cet état-là, il a un état d'être. Le peuple, selon la conception d'une société, est un marché de production et de consommation, tout court. Cependant, comme je disais, un peuple n'est pas un simple nom, mais un état d'être, une conscience qui s'affirme à travers les positionnements géographiques. Aujourd'hui, on vous demande toujours d'où vous êtes. Parce que pour pouvoir reconnaître un peuple, il est important être capable de l'identifier géographiquement. Quand quelqu'un vous dit « je viens du Bondeko », justement du Bondouane, vous ne sauriez pas l'encadrer du point de vue psychique parce que vous avez besoin chaque fois de créer une référence géographique pour pouvoir identifier et comprendre la nature psychique et matérielle d'une personne. Et ceci, nous arrivons en plein dans ce que je disais comme titre. Le Congo, on lutte entre la mort
et la vie. Ce que nous n'avons pas pu comprendre, c'est que l'Afrique a été vendue à petits morceaux chaque fois. Chaque fois. Les forêts ont commencé par être vendues. La plupart des forêts africaines, en général, surtout la forêt équatoriale, et des propriétés étrangères. Cela ne devrait pas beaucoup faire d'exception parce que, par exemple, quand vous venez en Europe, vous allez vous rendre compte qu'en Espagne, les pays comme l'Espagne appartiennent à une famille entière. C'est-à-dire, presque les 90% de tous les territoires espagnols appartiennent à une famille. Une seule famille. Une famille royale. Pas royale, pas la famille royale, mais une autre famille. Vous allez vous rendre compte que le rapport international anglais à Londres n'appartient pas à la nation anglaise, mais ainsi à une autre entité extérieure. Aujourd'hui, cela arrive en Afrique. C'est-à-dire, petit à petit, on est en train de vendre. Déjà, cela s'est passé de l'époque de Mobutu avec le Zaïre, où les territoires entiers étaient vendus. Ça a commencé, excusez-moi, depuis la colonisation, et ça continue. Aujourd'hui, il y a un phénomène nouveau, différent, mais aussi je dirais même plus dangereux que les autres. Avant, c'était l'Afrique intéressée aux Occidentaux qui achetaient les territoires. Ils ont acheté beaucoup de choses, beaucoup de terres, pour lesquelles les Africains n'ont généralement plus d'accès, tout en étant africain ou tout en étant congolais. Aujourd'hui, avec le régime Kabila, ce sont les Chinois qui achètent, les Asiatiques qui achètent. Avec les phénomènes de l'immigration commencé déjà depuis les années 70, aujourd'hui on est dans une explosion immographique, c'est-à-dire les gens, avant c'était un membre d'une famille qui immigrait à l'étranger pour la bonne vie. Aujourd'hui c'est pratiquement les tribus entières qui s'en vont. Et une fois que les tribus ou les villages ont été vidés, ces terres sont simplement vendues aux Chinois, aux Anglais, aux Allemands, aux Américains, aux Français. C'est là pour dire que les Congos n'existent déjà plus. Ouais, les terres ont été vendues, ils sont en cours de vente. Les centaines et dizaines de milliers des Européens qui vous arrivez débarquer chaque jour à l'aéroport d'Ngeli sont là pour acheter votre terre. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus une terre? Votre repère géographique a été détruit et donc la nation n'existait pas. Mais pour y faire, il faut d'une certaine manière faire le travail que Kabila est en train de faire à Kinshasa. Appauvrir les peuples au niveau le plus extrême. Quand on est tellement appauvri, on arrive dans une situation où on sent d'une manière inconsciente la mort arriver et on se referme sur soi-même. On coupe toute relation extérieure. C'est un modèle de survie. Quand un corps physique est touché et qu'il est en train de perdre le sang à un moment donné, le cœur organise la survie autour d'elle-même et des organes intérieurs pour pouvoir sauver la vie dans le corps physique. Les sangs ne descendent plus dans les jambes. La personne n'est plus capable de marcher. Les sangs ne descendent plus dans les bras. La personne n'est plus capable de bouger les bras. Les sangs ne montent plus dans la fonction supérieure du cerveau. La personne perd conscience. Ceci est fait de manière biologique pour maintenir la vie aux fonctions essentielles, maintenir le cœur et les organes qui sont autour du cœur. Mais éventuellement, ça c'est une technique de repliage qui conduit à une mort certaine. C'est ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le peuple étant maintenu dans un état de survie à l'extrémité, alors chacun se détache des autres. Chacun se retourne autour de soi-même pour pouvoir maintenir la vie des fonctions, la vie des fonctions vitaux. Mais cette survie des fonctions vitaux, quand elle ne reçoit pas une aide extérieure pour pouvoir
disons, permettre l'expansion, disons, pas l'expansion, excusez-moi, la répression des situations des débits, cet organisme est voué à la mort. C'est comme quand on tombe quelque part et qu'on a perdu du sang, ou parce qu'on n'a pas mangé pendant longtemps, le corps maintient les énergies autour des fonctions vitaux. C'est-à-dire, on perd conscience sans possibilité de pouvoir marcher ou de bouger. Mais cette situation est une situation de secours. Quelqu'un doit pouvoir intervenir pour apporter de l'aide. Si ce quelqu'un n'arrive pas, c'est la mort. Et ceci est bien étudié, ce n'est pas du hasard. Le peuple congolais, en particulier les peuples africains en général, se retrouve dans une situation où il est coincé entre la vie et la mort. La conscience collective noire est glissée entre la vie et la mort. Mais la conscience qui meurt doit être aidée par la conscience extérieure, ou je dirais l'attention extérieure. Mais aujourd'hui, le Congolais est complètement inconscient. Il fête, il se lance dans des débats. Il donne naissance à des enfants qui n'auront pas une vie. Il est complètement hors de lui. Au moment où il est en train de fêter, au moment où il est en train de se concentrer sur des autres aspects de la vie, la terre sur laquelle repose son identité est en train d'être à lui soustrait. Ceci est fait au moment où le gouvernement Kabila se lance dans une débâcle politique théâtrale juste pour attirer l'attention des gens et ne pas se rendre compte de ce qui réellement est en train de se passer. Aujourd'hui, en Occident, nous connaissons tous le problème de l'immigration, c'est-à-dire l'Occidental trouve un problème que les gens continuent à immigrer dans son pays. Ils s'en foutent complètement des gens qui partent. Mais il est beaucoup plus concentré sur les gens qui arrivent. Il ne doit pas arriver trop. Il ne doit pas y avoir trop d'immigrés. Parce que cela déstabilise d'une certaine manière les secteurs économiques, politiques et sociaux, pour ne pas parler de militaires. En Afrique, c'est la porte ouverte pour tout le monde. Les médias parlent de l'immigration, c'est-à-dire de l'arrivée des immigrés en Occident. On ne parle pas de l'arrivée des immigrés en Afrique. Et les journaux africains ou les journalistes africains qui sont là à parler des choses les plus inutiles, excusez-moi l'expression, mais s'occupent pas des choses les plus importantes d'un État. L'État doit pouvoir assurer sa sécurité de plusieurs manières, doit pouvoir savoir ce qui se passe. Mais toute cette intention est entretenue grâce à la politique kabbalistique et aux médias autour des raisons les plus futiles, pendant que la terre est en train d'être levée sous nos pieds, sous les pieds des Congolais, sous les pieds des Africains. Il va y arriver si nous continuons dans cette direction, à un moment donné, on n'aura plus de terre. Et quand on n'a plus de terre, on n'a plus d'identité. L'homme doit avoir un centre d'intérêt. Et le centre d'intérêt doit être géographique. Or, aujourd'hui, l'Africain ayant déplacé complètement son centre d'intérêt géographique en Occident, il laisse l'Afrique mourir tout seul et mourir quand même. L'Afrique, la conscience africaine a besoin de sa contrepartie géographique pour résister. Il est important que nous comprenions cela.
il est important que l'Africain, pour pouvoir résister, il est important, il est vital aux Congolais de se recadrer sur son territoire. Il est important que la communauté congolaise, tout comme la communauté, les autres communautés africaines, développent des leaders communautaires. Des gens qui s'occupent du peuple et non des gens au service des forces nazistes internationaux. Et les leaders communautaires doivent s'occuper du peuple pour qu'ils occupent géographiquement les territoires. Kabila n'a aucun pouvoir parce que les pouvoirs qui devraient y avoir, tout comme tous les autres régnants africains, leur sont concédés par le peuple. C'est le peuple qui leur vote. Le peuple n'est pas forcé au vote. Au vote, le peuple délègue sa souveraineté à cet individu. Mais comme le peuple l'a lui retiré. Une fois que le peuple retire la souveraineté donnée à un président, à une personne, cette personne peut continuer à recevoir de l'argent de l'étranger. Cette personne peut continuer à servir des points d'appui au système nazi international. Mais il ne représente pas le peuple. Il représente en ce moment à 100% seulement les intérêts nazis, seulement les intérêts extérieurs. Et donc devient un élément incompatible pour l'environnement géographique où il se trouve, où il dit représenter. Parce qu'en ce moment-là, il ne les représente absolument pas. Comment combattre une chose de ce genre? L'occupation territoriale, l'organisation communautaire. Chaque communauté, chaque ville doit se diviser selon un cadrage kilométrique en divers secteurs où chaque communauté doit assurer les besoins essentiels des services. La nourriture, l'eau potable, la maison où rester, c'est-à-dire où se réparer, les soins médicaux et les vêtements. Mais où allons-nous prendre cela? C'est une question intéressante et bête en même temps, parce qu'en Afrique, tout pousse. Et souvenez-vous, je vais ici, cher Pangui, que vous réalisez une chose importante. Nous vivons dans un monde malade, dans un monde où un pays, où toutes les surfaces de terre, ou la presque partie des surfaces de terre ont été, comment on dit, macadamisées, sur lesquelles on a jeté du goudron, donc qui ne peuvent plus rien produire comme aliment. Une ville ou une cité fait des buildings, des hauts bâtiments, des grandes maisons en ciment, où rien ne peut pousser. Parce qu'en Occident, il est difficile de pouvoir survivre sans les ravitaillements des supermarchés. Cette nation est appelée riche. On appelle ça la richesse. Mais c'est quoi en réalité la richesse? Comment on dit qu'un peuple vit sur un territoire riche? Le territoire riche est reconnu sur les capacités du territoire à pouvoir soutenir la vie de ce peuple. Dans le temps, les peuples se déplaçaient par rapport aux caractéristiques du territoire. Le territoire devait être capable de pouvoir à manger, à boire, un logement. La possibilité de pouvoir se construire un logement, de trouver les médicaments en cas de maladie. C'était les facteurs, ce n'était pas les territoires arides où rien ne pousse, où généralement les choses poussent difficilement. Ce n'est pas ça la mesure de la richesse. La richesse est liée à la capacité à la survie. En Afrique, dans beaucoup de territoires de l'Afrique, quand nous parlons de l'Afrique noire généralement, l'on peut vivre sans jamais rien planter. L'on peut vivre très facilement de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Cependant, je disais plutôt, cet environnement où la survie de l'homme ou d'une nation est garantie de manière naturelle à 100% est considéré comme pauvre. En Occident où
sans des papiers en poche pour aller acheter dans un environnement, dans les supermarchés, les fruits et les pommes qui poussent naturellement en Afrique, quand les supermarchés est vide, les gens meurent de faim. Et c'est ce territoire-là qui est appelé, reconnu comme riche. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller, nous sommes tombés sur la tête. Nous sommes tombés sur la tête. En première ligne, les navigateurs qui sont venus en Afrique, vous reconnaissez la vraie histoire aujourd'hui disponible partout, ils sont arrivés en Afrique parce qu'ils étaient en train de mourir de faim en Occident. L'Occident commence les navigations après la fin de l'ère glaciale du XVe siècle, quand exactement sa population commence à grandir de manière, à se multiplier de manière exponentielle. Les problèmes étaient nourrir cette jeunesse. Et c'est comme ça, l'arrivée en Afrique a donné la survie à l'Occident jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Occident qui est allé se ravitailler du point de vue alimentaire. C'est l'Occident qui allait trouver les ressources alimentaires pour capable d'assurer la vie. C'est l'Occident qui allait trouver la richesse en Afrique. Parce que la richesse, je le répète, correspond non à ce que nous pensons aujourd'hui, mais à un territoire qui peut garantir la survie. C'est ça la richesse. La survie. Aujourd'hui, comble du sort, on quitte un territoire on quitte un territoire qui sert de service pour arriver là où on servit par rapport à ce qui vient de d'où on vient. La pauvreté du noir se trouve dans sa tête. La pauvreté du noir dépend du fait qu'il a été convaincu à fonctionner de cette manière, à se voir comme pauvre et par conséquent à ne pas être capable d'interpréter intérieurement et dynamiquement son propre environnement et territoire, d'être à même de les transformer pour pouvoir en retirer les richesses, voir les richesses dont il contient. C'est vrai, tout le monde dit que l'Afrique a les diamants, les pétroles, combien ont-ils vu? Combien d'entre nous ont-ils vu un diamant, du pétrole ou à l'état brut? Combien d'entre nous l'ont vu? Combien d'entre nous ont jamais vu les cuivres à l'état brut? Ou les troncs d'arbres noirs, tout ça. Nous les connaissons par mots, mais nous ne les avons jamais vus. Il n'y a pas d'expérience. C'est comme si nous ne les connaissions pas du tout pour être des autochtones. C'est là où se trouve notre pauvreté. Elle n'est pas dans nos poches. Notre pauvreté est dans notre tête. Et c'est cette pauvreté, comme je dis, l'ignorance coûte très cher, qui est en train de faire que, dans une situation mondiale où les terres cultivables deviennent des conditions essentielles pour la survie de longue date, on est en train de nous les prendre. On est en train de nous les lever sous les pieds devant nos yeux, comme des pauvres idiots. Et nous contribuons à cela. Nous contribuons à cela chaque jour de notre vie en maintenant notre niveau d'ignorance. Comme je dis, chers frères et sœurs, l'Afrique est en train d'agoniser, la conscience noire est en train d'agoniser, la conscience collective africaine est en train d'agoniser, la conscience collective congolaise est en train d'agoniser. Au Congo, il y a méfiance des uns des autres. Pourquoi? C'est une réaction physiologique. Kabila et le régime Kabila en juxtaposition avec les mouvements nazis internationaux qui ont besoin, je vous répète ici, dans une des émissions, on a parlé de l'Hitler qui voulait l'Afrique. Les nazismes quand je dis Hitler qui voulait l'Afrique, on dit c'est les nazismes qui voulaient l'Afrique et il est en train de mettre les dents et de se débarrasser du peuple. En ce moment ici que je suis en train de vous parler. En ce moment ici, nous devons arriver à cette réalisation profonde où c'est fini pour nous. Kabila maintient les peuples africains dans une pauvreté, les peuples congolais dans une pauvreté absurde,
rendant toute activité économique des services possible seulement aux étrangers. Les Congolais ne pouvant plus prospérer, voyant son futur complètement dans le noir, c'est, comme on dit, il se retourne il se renferme autour de soi-même et coupe toute relation. Alors, ceci est vu comme méfiance. Cette méfiance, c'est seulement un pas de plus vers la mort de l'identité collective. Et une fois l'identité collective, la conscience collective Congo a été désintégrée, on ne parlera plus de l'Afrique, on ne parlera plus du Congo. Chers frères et sœurs, je veux que vous vous rappelez que toutes les nations que vous connaissez aujourd'hui n'ont pas été telles. Je veux vous rappeler ici que l'Australie, qu'on appelle l'Australie, on ne connaît même plus comment les autochtones noirs d'Australie appelaient ces territoires. Ce nom lui a été imposé et nous l'appelons ainsi. L'appelant Australie, toute sa mémoire collective ancienne a été effacée. Quand on va en Australie aujourd'hui, c'est une terre occidentale. Ceci n'a pas été le cas jusqu'à il y a 50 ans. Pour les États-Unis, c'est la même situation. Les Indiens ont perdu ces terres, ils ont perdu leur identité. Et par conséquent, leur force est partie, il s'est évanoui. Et c'est un peuple qui meurt petit à petit. Dans 50 ans, ils vont passer d'une minorité à une légende. Et dans 80 ans, personne ne croira jamais qu'il y a eu jamais ici aux États-Unis un peuple d'Indiens, ou en Australie que l'Australie était un peuple, une terre des autochtones noirs. Et comment vont les choses de l'Afrique et les prochains. Mais il n'est pas trop tard, comme je dis, on est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on peut survivre tout comme on peut mourir. Mais si nous continuons dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans notre latitude d'aujourd'hui, alors nous allons mourir. Le premier point focal est la communauté. Redonner vie au village. Redonner l'intérêt. Redonner le pouvoir au village. Reconnaître les villages en tant qu'institution, les seules institutions capables de maintenir l'individu en vie, parce que dans le village, la personne est mise au centre de l'intérêt et non ses avoirs. La personne et son savoir pratique et psychique est mis au service des autres et non ses biens. Si les communautés ne se recréent pas, si le peuple ne quitte pas les rues, mais occupe les rues. Plus vous vous renfermez dans les maisons, plus l'armée de Kabila occupe les rues. Et il gagne parce qu'il a le contrôle du territoire. Par conséquent, c'est l'armée qui doit être repoussée par le peuple qui ne rentre pas dans ses maisons, mais occupe. Oui, c'est bon, personne ne va travailler. Évidemment, vous n'allez pas travailler pour quelqu'un qui est en train de vous tuer. Mais organisez-vous. Les peuples doivent s'organiser pour assurer sa survie. Le peuple doit abandonner les institutions. Si définitivement les institutions meurtrières doivent être abandonnées. Mais n'est pas pour rester à la maison croiser les bras. Parce que de cette manière, vous allez mourir de faim. Mais en s'organisant du point de vue communautaire pour assurer la survie, faire de sorte que le peuple n'ait plus besoin de recourir à ces institutions-là pour sa propre survie. Oui, il y aura des sacrifices. Vous n'aurez plus un passeport peut-être pour voyager. Mais voulez-vous vraiment voyager dans la situation où vous êtes en train de... Vous courez les risques de perdre votre territoire. C'est vraiment aussi important et vital d'avoir un passeport pour pouvoir voyager. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Au moins qu'on soit très idiot. Ou déjà mort intérieurement. Ne plus reconnaître les institutions du pouvoir Kabila, ne plus reconnaître sa notion d'État.
et vivre à l'intérieur des communautés, donner la survie, les logements aux membres de la communauté, assurer sa propre sécurité. Et instaurer un système d'éducation pour les enfants qui leur permettent de devenir des personnalités importantes de la communauté. C'est ça la voie de la série, il n'y a pas d'autre, chers frères et sœurs. Si on est capable de comprendre ces messages-là, alors on sortira du coma et on aura vaincu la mort. Si nous ne les comprenons pas, nous ne sortirons pas du coma et nous aurons été vaincus par la mort. Je vous remercie pour m'avoir, accordé ces moments de discussion, ces partages. Comme je disais, c'était votre frère Kisisa Kelawa Mazulu du mouvement Mana en Écosse, disons présent en Écosse aussi à l'extérieur du territoire. Et aujourd'hui, nous avons tourné autour de la problématique de la conscience, la conscience collective Congo en lutte entre la vie et la mort. Je vous remercie. Avant de finir, je voulais dire qu'en parlant du Congo, en réalité, je parle de toute l'Afrique. Parce que quand on parle de l'Afrique, le Congo se trouve au centre de l'Afrique. Donc, je me permets de définir comme le cœur de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Si ce cœur meurt, le corps meurt. Donc, quand on parle du cœur, on parle de l'être. Quand je parle de l'Afrique, du Congo, je parle en réalité de l'Afrique entière. Peuple d'Afrique, nous avons un grand travail à faire. Nous devons changer notre tête, nous devons nous réveiller, nous devons sortir du sortilège qui a été lancé sur nous. Nous devons changer notre manière de vivre et de voir les choses. Sinon, c'est comme si nous étions déjà morts. Je vous remercie.